Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Cette semaine, 3 sujets au cœur de la vie publique et du débat citoyen. D'abord, la MUJEFCI, avec un premier round électoral qui suscite à la fois satisfaction chez certains et contestation chez d'autres. Ensuite, le Fonds souverain stratégique présenté comme un levier clé de transformation économique. Mais pour quel impact réel, on en parle. Et enfin, l'affaire Kémy Séba entre arrestation, guerre de communication et diffusion d'audio qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours. 3 sujets, 3 angles, mais une seule ambition, comprendre, décrypter et aller au fond des enjeux. Et justement, avec moi en plateau pour en parler, pour le premier sujet, je reçois pour vous, chez vous, Madame Colette Koné. Elle est la présidente du comité électoral national de la MUJEFCI. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Votre présence avait été tellement souhaitée et demandée la semaine dernière sur ce plateau. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Barthélémy Gogonian, vous êtes écrivain, consultant en communication, marketing social et défenseur des droits humains. Bonsoir et bienvenue, Barthélémy. Bonsoir, Ali. Vous allez bien? Super bien, merci. Merci d'être là, merci beaucoup. Merci. Très heureux de retrouver Geoffroy Julien Kwao, écrivain, juriste constitutionnaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue, Geoffroy Julien Kwao. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Très heureux de vous retrouver. C'est partagé. On sait qu'on vous a manqué aussi. Très bien. C'est certain. Merci beaucoup. Un autre qui nous avait un tout petit peu abandonné, mais on est heureux de le retrouver également, M. Dao Sekou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Enseignant, analyste politique. Très heureux de vous retrouver. Moi également. Tout va bien? Tout va bien. Merci d'être là. Merci également. Alain Wakili, de retour d'un séjour dans l'Hexagone, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue à la fête. Merci, bonsoir. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci beaucoup, bon retour. Prof Hyacinthe Nobou, enseignant au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, analyste politique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir Ali. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Très heureux de vous avoir. Merci à vous, madame, messieurs. C'est pas tous les jours qu'on a une dame sur ce plateau. Faut le souligner. Merci en tout cas, madame Koné-Colette, d'être avec nous. Je vous le disais, le processus de renouvellement des instances de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État a franchi une étape importante avec l'élection des délégués. Un premier round globalement maîtrisé sur le plan organisationnel, selon le comité électoral, dont la première responsable est présente sur ce plateau. Dans le même temps, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des rejets de candidatures et réclamer plus de transparence dans le processus. Entre satisfaction et contestation, ce scrutin ouvre déjà le débat sur la crédibilité et l'apaisement du processus électoral au sein de la mutuelle. Faut-il y voir de simples ajustements? On va vous poser ces questions. Ou les signes de tension plus profondes? On en parle avec Thiemé Dandier. Dans ce sujet, on en débat avec vous juste après. Collège moderne du Plateau. Aux portes de ce lieu de vote pour la désignation des délégués de la MUJEFCI, Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État, des électeurs en attente d'exercer leur droit de vote. À leur côté dans le rang, la présidente du comité électoral national. À l'intérieur, elle se soumet aux formalités avant de glisser son bulletin dans l'urne transparente. À terme, place à la supervision du scrutin. Dans différents bureaux de vote, elle s'assure du suivi des prescriptions du guide électoral auprès du personnel mobilisé à cet effet. De là, cap est mis sur d'autres centres de vote, dont ici à l'EPP RAN Plateau. Là également, tout passe au terme par l'arbitre du scrutin social, satisfait de l'état des lieux à l'échelle nationale. Depuis 8 heures ce matin, les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire sont ouverts et nous assistons à l'arrivée des mutualistes qui viennent voter. Et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, j'ai moi-même effectué cette opération de vote. Tout se passe dans le calme et je pense que les mutualistes qui arrivent en tout cas sont satisfaits. C'est une élection des grands électeurs, donc ils sont venus choisir leurs délégués qui vont les représenter aux assemblées générales. À partir de 19h, on pourrait avoir les premiers résultats. Mais on a déjà sur toute l'étendue du territoire, on nous remonte les opérations de vote, les images arrivent et je pense que tout se passe bien sur toute l'étendue du territoire. Ce scrutin se tient 24 heures seulement après un mot d'ordre de retrait de liste de candidats au poste de délégué dans la zone Abidjan principalement. Ce, pour protester contre le rejet de leur candidature pour faux dans les dossiers de candidature, dont des certificats de nationalité et casiers judiciaires non établis en ligne, selon le comité électoral ou encore délivrés par des magistrats, non en exercice ou décédés,
et d'autres exerçant dans l'administration centrale. Des arguments que les candidats recalés rejettent toujours. À en croire la présidente, l'appel au boycott est bien loin de perturber les opérations électorales. C'est leur droit. Maintenant, il y a ceux qui disent de ne pas aller voter et puis il y a ceux qui disent que nous sommes responsables et que nous devons aller voter. Chacun peut énoncer son avis, mais c'est aux mutualistes. Comme vous le savez, la mutualité, elle intéresse les mutualistes, c'est-à-dire individuellement. Donc c'est individuellement que chacun prend ses responsabilités, parce que c'est individuellement que chacun est prélevé. Les résultats officiels, assure Colette Koné, sont attendus dans les prochaines 72 heures. On saura alors qui seront les délégués élus qui, à leur tour, vont désigner le président du conseil d'administration au titre de la mandature 2026-2029. On vient de le voir dans ce sujet. Hier, donc, les mutualistes se sont rendus aux urnes pour élire leurs délégués. 24 heures après, quel premier bilan général peut-on faire, Madame la Présidente du comité? Merci, M. Diarasouba. Effectivement, hier, 18 avril 2026, sur toute l'étendue du territoire, dans les 32 sections électorales de la MUJFC, les mutualistes se sont rendus dans leur bureau de vote pour effectuer leur opération de vote. Donc aujourd'hui, le bilan, c'est que nous avons pratiquement reçu les résultats par voie électronique de tous les bureaux de vote et nous sommes en attente justement des documents qui viendront consolider ce que les résultats par voie électronique nous ont donné. Donc tout s'est bien passé dans le calme, dans les 350 bureaux de vote et sur l'étendue du territoire. Alors, la semaine dernière, comme je l'indiquais, des candidats récalés ont lancé un mot d'ordre de grève. Ils estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec le processus. Dans le sujet qu'on vient de voir, vous avez indiqué que c'est leur droit, mais que cela n'empêcherait pas le scrutin d'irrégularité. Ce soir, sur ce plateau, j'ai bien envie d'entendre votre version parce qu'ils ont affirmé beaucoup de choses. Mais avant, je vous propose de les écouter. Sur ces 97 candidats délégués, un parmi eux a un casier judiciaire qui serait faux. Ce casier faux est dû au fait que les deux signataires sont inconnus de leur fichier. Je n'ai pas été notifié de ce que parmi les 97, il y avait un casier qui n'était pas dans les normes. Ça, c'est d'un. De deux, je n'ai donc pas vu ce fameux casier qui est à problème. Et de trois, j'apprends que madame estime que le fait d'avoir déposé ce jour, 19 mars, dernier jour de délai, à 10 heures, c'était trop tard pour que le comité puisse plancher sur les documents que j'ai déposés. Donc, je n'avais pas droit à un délai de grâce. Dans la liste des 97 délégués candidats à Abidjan de la liste ABM, 4 casiers ont été également soupçonnés d'être des faux. Et c'est sur la base donc, des 4 casiers que l'ensemble des 97 délégués ont vu leur dossier rejeté et également les figures de proue également rejetées. C'est la loi électorale non, qui encadre l'élection à la MUJFC. La loi électorale ne dit pas cela. Dans sa décision numéro 08 du 19 novembre 2021, elle a indiqué clairement que pour permettre une inclusivité des élections et un climat apaisé, elle avait donné 48 heures à l'ensemble des candidats pour qu'ils corrigent, n'est-ce pas, ces formalités et n'est-ce pas, permettre que tout le monde soit candidat. Cette jurisprudence a été piétinée. Le mardi, nous avons été appelés par la présidente pour une réunion, une rencontre le mercredi. Et elle a indiqué qu'il y avait 5 dossiers à problème. Dans ce cas de figure, l'article 17 du guide électoral dit quand un dossier n'est pas complet, on ne le reçoit pas. Qu'est-ce qui aurait pu donc être fait en ce moment-là? Il s'agissait simplement de nous remettre l'ensemble des dossiers, des 97 dossiers, pour qu'on aille les compléter, surtout que nous étions encore dans les délais. Mais elle a conservé l'ensemble de nos dossiers, plus même les casiers qu'elle disait incriminés. Elle ne nous a pas remis. Elle nous a donc dit, rencontre le lundi pour que vous puissiez déposer les 4 casiers qui avaient des problèmes, parce qu'il y avait une photocopie, donc c'était plus facile. Le lundi, nous nous pointons donc au comité électoral avec les casiers en question
barricade. La maison est barricadée, le comité électoral est fermé à double tour et nous avons été empêchés donc d'entrer pour déposer nos dossiers. Madame Koné-Colette, à entendre ces candidats récalés, ils vous accusent, sans langue de bois, d'avoir manœuvré pour les écarter du scrutin. Comment vous réagissez? Merci, M. Diarra-Souba. D'abord, il ne s'agit pas de Mme Koné-Colette. Il s'agit du comité électoral national qui est composé de 5 personnalités. Et la présidente que je suis est la représentante de M. le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Et à ma qualité de directeur général de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, nous avons également un représentant au sein de ce comité électoral. Nous avons dans ce comité électoral le vice-président qui est M. Berthe, qui est Boakari, qui est le représentant de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons également une autre dame qui est directeur des services judiciaires et des ressources humaines du ministère de la Justice, qui représente le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et nous avons également le représentant de Madame la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Donc ce sont ces 5 personnalités qui composent le comité électoral national. Donc les décisions ne sont pas prises par Mme Koné-Colette. Donc pour en revenir au fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, il y a la dame, par exemple, qui disait que sur le cas des casiers judiciaires incriminés, elle n'a pas reçu de notification. D'abord, je voudrais dire que ils sont déjà mal fondés de parler de faux de façon aussi aisée. Pourquoi? Parce leur que droit. Non, ce n'est pas leur droit. Dites-nous. De produire un document administratif judiciaire qui est faux et de s'arc-bouter sur le fait que ils ont produit ces documents et qu'on ne leur a pas donné suffisamment de temps pour reprendre ces différents documents. Je pense que ça ne devrait même pas être dit par des responsables. Sous d'autres cieux, je pense que c'est un autre sort qui leur serait réservé. Et je ne veux pas m'attarder dessus parce que nous-mêmes, nous avons saisi déjà le procureur de la République par rapport à ce dossier et l'enquête est en cours. Donc, je ne voudrais pas revenir dessus. Alors, il y a M. Sadi Nyanya qui estime, par exemple, que l'article 17 n'a pas été respecté. Quand un dossier est incomplet, il faut laisser le loisir à ceux qui ont déposé ce dossier de le compléter. Je vous explique. Il y a la forme de cet article 17 qui dit effectivement que quand un dossier est incomplet, il est irrecevable. Nous avons une équipe, lorsque les dossiers arrivent, nous avons une équipe qui réceptionne les documents. Et au niveau de la MUJEFSI, il s'agit d'une élection de liste. Lorsqu'un seul élément dans un dossier n'est pas conforme, c'est toute la liste qui est rejetée. Ça, ce sont les textes de la MUJEFSI. Et donc, nous avons une équipe qui réceptionne d'abord les documents. En la forme, ils regardent si effectivement toutes les pièces qui constituent ce dossier sont en l'état, existent effectivement. Donc, ça se fait de façon mécanique. Cette année, nous avons, avec la présence du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons eu l'appui du personnel de ce ministère, au niveau du ministère de l'Intérieur, s'entend, donc des administrateurs qui nous ont aidés dans ce sens. Maintenant, lorsque ces dossiers sont réceptionnés, le soir, le point est fait, parce que l'heure de fermeture, c'est 16 heures. Le point est fait, et c'est en ce moment que les dossiers sont déversés au comité électoral national. Et le comité commence à statuer sur les documents, les dossiers. Madame est venue à 10 heures pour déposer ses dossiers. Elle est repartie à 15h30 des locaux du comité électoral. Et
à sa suite, il y a des personnes qui sont venues déposer leur dossier. Donc nous ne sommes en possession des dossiers, effectivement, qu'après la fermeture de nos guichets. De nos guichets, je vais dire. Et le lendemain, c'était la fête de Ramadan. Ensuite, nous sommes tombés dans un week-end. Donc c'est le lundi que nous avons eu à compulser ces dossiers. Et nous avons constaté qu'effectivement, il y avait un faux casier judiciaire. Je vous ai dit qu'au sein de ce comité se trouve un magistrat qui se trouve être la directrice des ressources humaines. Donc avec la possibilité de vérifier effectivement au niveau du personnel judiciaire si ces personnes qui sont signataires existent. Donc c'était facile pour nous de savoir quel est le casier qui était faux, quel est le casier qui était vrai. Sur les 97, si on en a trouvé 4 qui sont faux. Mais pourquoi on n'a pas incriminé tous les autres casiers? Donc il n'y a aucune volonté d'écarter des candidats. Mais pourquoi je le ferais? En tout cas, c'est leur point de vue. C'est leur droit de le penser, mais les faits sont là. Très bien. Les faits sont là. Très bien. Messieurs, analyse, réaction, question. Geoffroy Julien Kouao. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Alors, la question est de savoir si il y a une possibilité de recours en cas d'invalidation d'un dossier. Non. Le guide électoral est là. Que dit le guide électoral sur la question? Le guide électoral dit, en son article 11, que lorsqu'un dossier est invalidé, d'abord, lorsqu'il y a du faux, nous, on retire automatiquement. C'est comme si vous avez présenté un dossier qui n'est pas complet. Donc, automatiquement, il est invalidé. Voici ce qui se passe. Donc, au niveau du guide électoral, c'est très clair. Un dossier qui n'est pas en état est un dossier qui fait tomber tout le reste de la liste. Toute la liste. Est-ce que vous l'avez signifié aux personnes concernées, c'est-à-dire aux têtes de liste? Je vais vous faire... Est-ce qu'ils ont été notifiés? Oui. Notifiés par rapport aux faux documents. Mais Oui. non, en principe, je vous dis en principe, c'est lorsque on allait publier la liste qu'ils auraient su que leurs listes sont tombées. C'est comme c'est eux qui ont adopté le guide électoral le 30 septembre 2021. Oui, madame, vous avez totalement raison, mais quand même, il y a une pratique électorale en Côte d'Ivoire et à ce qu'on appelle aussi la sagesse administrative. Alors, lorsque quelqu'un vient, un usager vient vers l'administration, lui donne une documentation, si la documentation n'est pas complète, et dans l'espèce, dans le cadre électoral, il serait quand même indiqué de notifier à la personne pour lui dire « Voici ce qui se passe, est-ce que vous ne pouvez pas changer ?» Et si ils viennent hors délai, dans ce cas, on pourrait vous comprendre. Je vais vous donner un cas pratique. J'ai été candidat à la dernière élection législative. Ouais. La CEI, À Yopougon. Ouais. après le dépôt des candidatures, la CEI a constaté que un candidat sur ma liste n'avait pas le dossier complet. La CEI m'a appelé, ils me l'ont notifié et ils m'ont dit de changer les choses dans le délai. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que là, ils viennent déposer un dossier. Vous reconnaissez qu'ils ont déposé le dossier. Et vous reconnaissez qu'il y a un papier qui n'est pas correct. Mais vous ne le signifiez pas et vous attendez la publication de la liste pour dire vous êtes forclos. Ça pose un problème de droit de la défense. C'est-à-dire qu'on va à une élection, en principe, il y a toujours dans toute élection, et c'est la pratique électorale, il y a des voies de recours. Dans l'espèce, nous sommes dans l'administration. Il devait avoir une voie de recours administrative. C'est-à-dire un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Vous êtes la présidente, je crois, du comité électoral. Non, pas du comité électoral. Elle est directrice. Non, ça fonctionne par ailleurs. Par ailleurs. Oui, non, si, j'arrive. De régulation de la mutualité, je crois. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un organe régulateur qui existe Tout à fait. et qui est là, évidemment, pour régler, pour juguler un ensemble de contentieux. Pourquoi, dans l'espèce, les concernés n'ont pas eu droit d'abord à la notification et à des voies de recours? D'accord, Je on permettra à pense qu'il y a des amalgames. Allez-y. Est-ce que vous pouvez reprendre pourquoi est-ce que d'abord le dossier que vous avez présenté au niveau de la CEI, vous avez été appelé par la CEI par rapport à quel article
qui demandait que la CE vous appelle pour venir compléter? Et ensuite, quel est l'élément dans votre dossier qui n'était pas conforme? En d'autres termes, est-ce que la pratique de la CEI qui consistait à vous appeler était prévue dans le code électoral? C'est le bon sens, c'est ce que j'appelle la sagesse administrative. Parce que là, attendez, elle dit très bien que le dossier serait faux. Non, ce serait pas faux. Moi, j'affirme que le casier... Non, mais vous n'avez pas qualité pour le dire. Mais si, vous n'êtes pas magistrate. Non, alors, mais j'avais des magistrats. elle a je suis expliqué. désolée. Mais ces magistrats ne sont pas là-bas en qualité de magistrats. Si, ils n'ont pas statué. Mais ils ne statuent pas. Ils ne statuent pas en qualité de magistrats. Ils alors, ce qu'on va faire... Mais ils peuvent détecter le faux. Oui, mais ils n'ont pas qualité en la leur matière. Leur présence sert à quoi dans le comité électoral si ils ne peuvent même pas nous dire si un casier judiciaire est vrai ou faux? Non. Leur présence sert à quoi? Leur présence... Mais moi, je posais une question, je souhaiterais qu'il me réponde. Alors, on va recentrer le débat. Quelle était votre question? La question, c'est de savoir quel est le document qui était sujet à être changé. Dans son cas de figure, à la faveur de l'élection à Yopougon. Non. Le problème... Non. Moi, je souhaite que la prenne exemple. Je veux connaître ce document. On m'a demandé de changer un papier qui n'était pas présent dans la documentation. Est-ce qu'il était faux? Non, mais c'est pas à vous de dire. Vous n'avez pas qualité. Mais non, mais... Alors, un magistrat a qualité de dire que c'est faux. Et le magistrat n'a pas... Non, le magistrat n'est pas là-bas en tant que magistrat. Il ne statue pas en qualité de magistrat. Mais on n'était pas... Est-ce qu'on était dans un palais de justice? On n'était pas... Justement, on n'était pas dans un palais de justice. À quoi ils servent finalement? Non, mais ils servent à représenter. D'abord, je vais vous dire une chose. La mutualité, c'est quoi? D'abord, c'est une affaire privée. On analyse, je sais déjà. Madame Koné, on analyse. Nous sommes des analystes. C'est d'abord une affaire privée. Ça ne concerne pas l'État. C'est en 1973 que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place cette mutualité. Au départ, c'était géré par l'État de Côte d'Ivoire qui désignait les responsables de cette mutualité. En 89, l'État se désengage et laisse les centrales syndicales gérer elles-mêmes leur mutualité. Les centrales syndicales se chargent donc de nommer les responsables de la mutualité. Mais en 89, il y a un changement. En ce sens que la loi communautaire au niveau de l'UEMOA intervient. 2009. En 2009 plutôt. Merci. En 2009. Mais en ce moment-là, cette loi dit clairement que c'est une affaire privée. D'abord, M. Harid, je ne comprends pas l'intervention de l'État dans la gestion privée de cette mutuelle. Bon, ça, c'est un autre débat. Non, ensuite, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, elle le dit. Avec conviction, des choses qui ne sont pas justes. C'est aussi ça le débat. Je vais vous faire réagir tout à l'heure, Madame Koné-Colette. Geoffroy Julien Corot, terminer avec votre... Oui, donc je veux dire par là que il y a deux anomalies à l'observation. L'intrusion de l'État dans la gestion d'une affaire privée. C'est que vous n'avez pas lu le règlement 09. Et vous allez deuxièmement, je le dis, à l'envie urbi orbi ad vitam aeternam. La personne présente qui représentait le garde des Sceaux n'agissait pas là-bas ès qualité magistrat. D'accord, mais est-ce qu'il peut avoir recours à l'administration pour authentifier un document? Mais justement, c'est ce qui devait être fait. C'est-à-dire que, au regard de son expertise, comme elle a dit, elle est magistrate, elle est juriste, et c'est son travail. Donc, au regard de l'expertise, elle se rend compte que, d'ailleurs, elle a dit qu'elle est responsable des ressources humaines et autres. Donc, constate que, non, attention, le signataire de ce document ne fait pas partie du personnel que je connais. Oui, c'est normal. Dans ce cas, vous interpellez les mutualistes, la liste concernée, vous leur dites, est-ce que vous ne pouvez pas changer ce papier? S'ils ne le font pas dans les délais, en ce moment-là, vous êtes fondé à invalider leur dossier. Mais tel que présenté, il y a un véritable problème de droit. Très bien. Alors, vous avez eu le temps de bien développer. On va permettre à Mme Koné-Colette de réagir à tout ce que vous avez dit. Allez-y. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Quand il parle d'intrusion de l'État au sein de la gestion des mutuelles. Qui a à ses yeux dans le règlement 07, il est bien mentionné que l'organe administratif de la mutualité sociale relève du ministère en charge de la protection sociale. Et les mutuelles sont exercent sous l'autorité du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je suis moi-même présidente du comité
consultatif de la mutualité sociale de l'UEMOA. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, déjà là, ce n'est pas juste. Mais c'est des deniers publics que ces personnes manipulent. On ne peut pas laisser des deniers publics être manipulés par des personnes sans contrôle. Et qui serait le contrôleur de ces mutuelles? Qui serait le contrôleur si l'État ne met pas son œil dedans? Et ce pouvoir lui est assigné par le règlement 07, pardon. Voilà. Chaque année, il y a une revue ici de l'UEMOA. Et on interpelle l'État par rapport à ça. Il y a même un fonds national de garantie qui est en train d'être mis en place pour les mutuelles sociales. Donc ça, je voudrais rectifier cela. Et puis dire que si nous avons la composition du comité électoral en son sein, cette comporte des personnalités en fonction de... Ce n'est pas tous les membres du gouvernement qui y sont. Qui y sont représentés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité y figure parce que nous travaillons avec les préfets en ce qui concerne les comités électoraux locaux. Parce que c'est eux qui sont les présidents de ces comités dans les régions. Et le découpage au niveau de la MUJFC, c'est en sections. Et les sections épousent les régions de Côte d'Ivoire. Les sections, d'abord, c'est 31 sections plus le district d'Abidjan, le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Ça nous donne 33 sections. Donc, voici pourquoi nous avons le représentant du ministère. La justice, parce qu'il s'agit, au niveau des pièces à fournir, nous avons le casier judiciaire. Qui mieux que le ministère de la Justice pour authentifier les actes qui vont émaner de ces dossiers, donc le casier judiciaire. Donc la dame, elle est la responsable des services judiciaires et des ressources humaines. Lorsque nous recevons les dossiers, chacun, en fonction de sa spécificité, analyse le dossier. Donc systématiquement, tout ce qui est casier judiciaire, c'est analysé par les magistrats qui sont dans le comité. Et tout ça est bien encadré par des textes? Pas des textes. D'accord. Puisqu'on a un arrêté qui nous a nommés et qui nous a donné des attributions. Maintenant, quant à signifier à des personnes que leur document est faux, nous l'avons fait avec M. Zadi Nyanya et M. Bliblé. Ils vous ont dit qu'ils sont venus le lundi. Quand ils disent que je leur ai dit de venir lundi, mais je vais vous dire ici que c'est faux. Je ne leur ai jamais demandé de venir lundi, sachant très bien que lundi, ils étaient déjà fort clos. On leur a demandé, en fait, ils ont fait du dilatoire. Lorsqu'on les a appelés pour dire, bon, vous avez encore de faux documents, donc dans le temps requis, apportez-nous les vrais documents. Ils sont partis et ils nous ont dit qu'ils voulaient échanger parce qu'en 2021, ça a été fait. Mais c'était exceptionnel, 2021, parce que ce guide a été adopté le 15 septembre 2021. D'accord. Alors, nous sommes partis aux élections. Déjà, en octobre, on avait déjà publié la liste définitive, les dossiers. On est parti aux élections, les premières élections, dossiers clôturés et tout, en 1 mois et demi. Ils n'avaient pas eu le temps de se familiariser au guide électoral. Donc, lorsque nous avons reçu les dossiers, on s'est dit, mais il y avait 105 faux casiers judiciaires. À l'époque, on n'avait pas encore informatisé la délivrance des casiers judiciaires à Abidjan. 105 faux casiers judiciaires. Alors nous, on s'est dit, bon, on leur donne... pratique. Oui, mais c'est un réseau. C'est de ça qu'il s'agit. Le fond du dossier, c'est ça. Donc, on avait dit, on donne 48 heures à ces personnes pour nous apporter les documents, les vrais documents. Mais ceux qui sont venus au-delà, notamment M. Bliblé, il est arrivé la nuit où c'était déjà, les délais étaient déjà passés, mais on n'a pas pris. Il était fort clos. On n'a pas pris, donc il n'a pas pu se présenter en 2021. Ils reviennent en 2026 avec de faux casiers judiciaires. On nous demande de leur permettre de nous apporter de vrais casiers judiciaires.
Monsieur Yarasuba, si... Bon, je ne vais pas prendre votre cas. S'il y a une personne... Si, monsieur Tartampion. Monsieur Tartampion, à son fils dans une classe, le professeur donne un devoir et puis il se rend compte que les 2/3 de la classe ont triché. Il dit, bon, cette fois-ci, je vous fais grâce, on va reprendre le devoir. On reprend le devoir. Et on se rend compte que c'est le fils de Tartampion seul qui est venu et qui a triché également encore. Et le professeur le met dehors. On le sanctionne. Il court à la maison, il pleure, il alerte la famille, il alerte le quartier. Non, la dernière fois, on a triché, le maître, le professeur nous a laissé. Cette fois-ci, je triche encore, il ne veut pas me laisser. Voici ce que ça veut dire tout simplement. Ils ont produit de faux casiers judiciaires en 2021, ils rebelotent encore, et puis rebelotent encore en 2026, et on nous dit, il faut leur dire d'aller changer et puis de nous apporter. Le principe même du faux doit nous poser problème. Le principe d'utilisation du faux doit poser problème aux Ivoiriens. Se lance le développement de Geoffroy Julien Kouao pour la faire courte. L'idée, c'est de dire, même s'il y a du faux, il faut quand même qu'ils aient un recours pour prouver d'abord qu'il y a eu du faux et Tant que le guide n'a pas changé, nous, on l'applique. Vous voilà. Alignez. Nous, on applique le guide. Lorsque ça changera, bon, on tire les leçons, mais ça m'étonnerait qu'avec du faux, on ramène encore. Très bien. Alain Wakili? Non, moi, je veux noter ainsi, si c'est exact, que c'est le même comité qui a conduit le processus en 2021. Il y a eu quelques contestations, mais dans l'ensemble, les choses se sont bien passées. Donc, c'est le même comité. Il connaît le dossier, le processus, et il a réussi en 2021. C'est vrai que la mutualité, ça peut paraître privé, mais même les tontines qu'on fait dans nos quartiers, là, si ça dérape, l'État va à un droit de regard. Parce que c'est ça qui se transforme souvent en doni-doni, en agro-business ou autre. Donc, même une tontine privée, un groupe, il faut faire attention parce que ça peut déraper. Il est important, d'autant plus que dans ce cas présent, les acteurs, au-delà du débat qui est fait aujourd'hui, n'ont jamais mis en cause l'intervention et la participation de l'État dans le processus. C'est en connaissance de cause que tous les candidats se sont engagés cette année et les années précédentes. Donc, il ne me semble pas que la préoccupation du docteur Kouao soit au cœur de leur grief. Le fait que l'État soit dedans ne me semble pas, dans le processus, dans l'organisation du processus électoral, ne me semble pas être un élément de revendication des mutualistes. Cela est à souligner. Très bien. Quand il y a un comité électoral, il a des compétences, c'est vrai, qui peut ne pas avoir des prérogatives, mais il a des compétences. Je suppose que la magistrate qui est dans le comité électoral n'a pas décidé de son propre chef. Elle a fait des diligences auprès des services habilités à fournir des documents et le ministère de la Justice peut authentifier. Ce n'est pas un procès, ce n'est pas une procédure pour faux ou usage de faux encore. D'ailleurs, ils disent qu'on saisit le tribunal. Maintenant, les gens qui contestent, peuvent faire éventuellement un recours. C'est vrai que ça n'aura pas d'impact. Si leur certificat, leur casier judiciaire est vrai, si ce n'est pas un faux, le processus électoral aura été déjà exécuté. Mais supposons que ce soit vraiment faux. S'ils font une procédure, c'est à leur risque et péril. Je veux noter que personne, de mon point de vue, ne s'est auto-saisi, ne s'est levé pour déclarer faux des documents, sans avoir pris des diligences nécessaires, comme aujourd'hui on en parlera. Je ne sais pas c'était quelle juridiction qui devrait le faire. Il y a quelqu'un, on en parlera rapidement, il fallait authentifier son passeport diplomatique. Ce n'est pas la justice qui doit authentifier. Donc le ministère des Affaires étrangères du pays concerné dit oui, le passeport est authentique. Donc sans que ce soit un procès. Donc il doit avoir la possibilité d'authentifier. D'ailleurs, sans qu'on aille à un procès, si un certificat de nationalité est présenté ou un casier judiciaire est présenté hors de la Côte d'Ivoire, ailleurs, dans une ambassade, on peut authentifier. Quand ça arrive au ministère, le ministère de la Justice authentifie en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et je ne pense pas qu'on ait besoin d'un magistrat escalité comme à un procès
pour enlever des prérogatives au ministère de l'Intérieur, de la justice pour authentifier les documents. C'est ce que je voulais dire en disant que le processus est arrivé à son terme. Il y a eu des élections aujourd'hui, ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si on peut déplorer un taux de participation pas élevé. Avec une faible affluence. Mais j'ai noté que, bon, il faut peut-être y songer dans nos élections ici, que le taux de participation n'entache pas la légitimité et la régularité. Il faut peut-être songer, au-delà de la MUJFC, aux élections normales, même pour les députés, à imposer un taux minimal de participation dans toutes nos élections, y compris peut-être même celle des journalistes. Voilà, et pour que la légitimité qui est souvent décriée à la MUJFC soit aussi la même dans tous les domaines d'activité, sport, football, dans toute la vie associative. Voilà ce que je tenais à dire relativement au débat. Très bien. Barthélémy Gogognon. Ok, merci Ali. Alors, j'ai noté, quand la présidente parlait, elle a bien souligné que c'est une élection de liste. Et elle a aussi sorti le code, le guide électoral. Et quand vous avez posé la question relativement au dossier qui serait faux, j'ai cru entendre qu'elle a cité l'article 11. Alors que ce n'est pas ce que le code dit. Elle peut bien le vérifier. Je pense que l'article 11 nous ramène plutôt à l'affichage. Ça dit que les listes électorales doivent être affichées pour les listes provisoires, on va dire 60 jours avant les élections, et les listes définitives 45 jours avant les élections. Alors, comme c'est une élection de listes, nous avons effectivement, ce n'est pas une élection individuelle, c'est des listes, nous avons 3 listes qui étaient en compétition. Nous avons la liste JSE, la liste ABM du président Thierry Nyan Zadi et de Bliblé David, pardon. Et puis la liste, on va dire, SS de Paul Nyogbo, le PCA sortant. Donc 3 listes en compétition. Sur les 3 listes en compétition, on a observé qu'au niveau d'Abidjan, les listes, on va dire, ABM et JSE ont été particulièrement éliminées. Et donc, du coup, cette compétition n'était plus équilibrée. Et même à l'intérieur du pays, certaines listes ont été éliminées. Alors, ces 2 listes éliminées ont donc fait protestation avec des lettres de motion. Déjà, le 30 mars, il y a eu une assemblée générale de la liste ABM. Et puis, il y a eu des lettres de protestation, des motions de protestation dans toute la Côte d'Ivoire, au niveau de toutes les préfectures de la Côte d'Ivoire et au niveau de la préfecture d'Abidjan, pour contester cela. Donc, sur 3 listes déjà en compétition, 2 contestent officiellement le comité électoral. Alors, je voulais préciser qu'effectivement, le comité électoral est fondé sur l'UEMOA, sur le règlement 07 de 2009, l'UEMOA adopté donc en 2009. Et effectivement, ces textes normatifs-là fondent tout cela. Et en plus de cela, nous sommes quand même en mutualité sociale. Mutualité sociale, donc, qui repose un peu sur ce qu'on appelle le pluralisme, voilà, donc, qui adopte plusieurs listes, et sur l'égalité, et puis sur la loyauté. Alors, ce que je voulais dire, nous sommes en mutualité, un membre est égal à une voix. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 329 000 fonctionnaires. Et la mutuelle générale des agents de l'État du Code des fonctionnaires, c'est la propriété des fonctionnaires eux-mêmes, où chacun est précompté chaque fin du mois. Alors, quand il y a des problèmes, sur 3 listes, si 2 contestent déjà, au nom du principe de la mutualité sociale, moi je pense que l'État devrait quand même, pas l'État, je vais dire le comité électoral, au sein duquel se trouvent les démembrants de l'État, devrait quand même avoir une oreille attentive. Et puis, c'est sur 3 listes quand même, 2 contestent. À partir de ce moment-là, c'est qu'il y a problème. Parce que le comité électoral et le juge électoral, ils devraient pouvoir les écouter quand même. Mais à la réalité, ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, du coup, plusieurs fonctionnaires, dont moi-même, n'avons pas eu le droit d'aller voter parce que des listes ont été rejetées. Et ça, du coup, ça biaise les choses. C'est vrai que les élections se sont passées, mais je voudrais dire que la majorité, en tout cas, des fonctionnaires ne sont pas contents de cette élection-là. Alors qu'en 2021, ça s'était passé tranquillement, le PCA sortant a bien exercé son mandat sans problème. Donc je voudrais dire, c'est vrai, ça s'est passé, mais en toute chose, il faut avoir raison de garder
et puis mettre au centre les fonctionnaires. Au jour d'aujourd'hui, cette élection divise davantage les fonctionnaires alors qu'ils sont précomptés. Donc je tenais à ce que Madame la Présidente puisse noter cela. La preuve est qu'il y a eu moins d'affluence. C'est tout à fait normal. Si les 3 listes en compétition avaient été admises effectivement, si à un moment donné, c'est pas ce qui n'est jamais arrivé, on pourrait décaler juste les élections, le temps de régler ce problème-là, et puis, effectivement, permettre à ce que tout le monde puisse compétir au nom du principe de la mutualité sociale. Très bien. Je vais vous permettre de réagir, hein, Madame Koné-Colette. Donnez-moi juste une seconde, le temps de recevoir quelqu'un qui est au standard depuis un moment, quand même. Monsieur Konambrou, est-ce qu'il est toujours là? Il nous appelle de Saint-Guiné. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Konambrou, vous avez une question très rapidement. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Ali, merci beaucoup. Je voulais demander à la présidente de la commission électorale. Bon, elle avait énuméré une situation disant qu'ils avaient produit un faux casier judiciaire. Bon, ici, nous savons que cette élection-là, sont les fonctionnaires. Donc, du coup, ils ont fait une demande de casier judiciaire. On dit que le magistrat qui a signé ce casier judiciaire n'est pas assermenté, si je peux m'exprimer ainsi, à signer ce casier. Voilà pourquoi on a dit qu'ils ont fait du faux. Sinon, peut-être que ce n'était pas parce qu'ils ont fait la prison ou quoi, qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. Maintenant, qu'est-ce qui adviendra à ce magistrat qui a signé le document qui ne devrait pas signer? Merci beaucoup. Question précise. Merci beaucoup. Madame Koné-Colette, vous répondez à notre auditeur et en même temps à Barthélémy Gogognon. Merci, monsieur. Je voudrais vous dire tout simplement que les casiers mis en cause? Les casiers mis en cause qui ont été signés par des magistrats qui sont décédés, vous comprenez bien que ce n'est pas des magistrats décédés qu'on va aller déterrer pour venir sanctionner. Et puis, nous avons des casiers judiciaires qui ont été signés par des personnes qui étaient... Le greffier en chef est à l'école. Et puis, celui qui a signé le casier judiciaire, soi-disant ayant signé le casier judiciaire, était dans l'administration centrale. Donc, ce n'est pas possible. Il n'a pas pu signer le casier judiciaire. C'est absolument... C'est du véritable faux. On va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons un casier judiciaire qui a été signé par un magistrat qui n'existe pas sur le fichier des magistrats. Et le greffier également n'existe pas sur le fichier des greffiers. Donc, chers frères, ce casier ne peut absolument pas avoir été signé par un véritable magistrat. Vous voyez bien qu'il est faux. Et c'est pour cela que nous avons déposé une plainte auprès du procureur de la République pour que la lumière soit faite dessus. C'est cela. Et l'enquête suit son cours. Très bien. Voilà. Donc, je pense que ces personnes même ont déjà été entendues, mais je ne vais pas faire de déclaration par rapport à cela. Nous tous, on attend cela. Si ce sont des supposés casiers judiciaires faux, la Côte d'Ivoire le saura. Si ce sont de véritables casiers judiciaires qui sont faux, ceux qui en ont fait usage aussi, on saura quoi faire d'eux. Très bien, parce que l'instruction est en cours, vous l'avez rappelé. Alors, Barthélémy Gogognon, donc maintenant, lui, M. Gogognon, il a développé... Gogognon. Barthélémy Gogognon. Gogognon. C'est pas Gogognon, c'est Gogognon. C'est Gogognon, c'est cela. Voilà. Merci, monsieur. On risque de faire du faux. Ah, c'est ça. Non, moi, c'est pas du faux. Il y a des gens qui s'appellent comme ça aussi. Donc, il a dit que 2 listes étaient éliminées. Nous sommes sur la Côte d'Ivoire avec 3 listes de candidatures. C'est ça. Abidjan a 2 listes qui ont été éliminées. Mais ce n'est pas le comité électoral qui a introduit de faux documents dans leur dossier. C'est eux. Il n'y avait pas de raison. Pourquoi est-ce que dans certaines circonscriptions, les listes ont été validées et puis pas Abidjan? Pourquoi? Mais c'est parce que justement, il y a eu des éléments qui ont fondé le fait que nous, on invalide ces listes. Comme je l'ai dit, c'est le comité électoral qui a étudié les listes. Donc là, on a constaté qu'il y avait des pièces qui n'étaient pas des pièces qui devaient y figurer. C'est pour cela que ces 2 listes sont tombées. Sinon, on n'a aucune raison d'invalider ces listes. Moi, j'ai appelé M. Bliblé à la demande du comité électoral.
Parce que dès que nous avons pris fonction en février, tout ce que vous énumérez, vous avez déjà commencé à dénoncer, à dénigrer le comité électoral. Il y avait une liste de 10 délégués, soi-disant délégués à l'Assemblée nationale. Et ces délégués, on a même remarqué qu'il ne signait pas le courrier lui-même, mais il joignait au courrier une liste de personnes qui avaient déjà signé. Et en décembre, en tant que DG, j'avais reçu déjà un de leurs courriers. Lorsque, maintenant, ma qualité de présidente, j'ai reçu le courrier, j'ai sorti les listes de présence, les listes de signatures, et puis j'ai fait la comparaison. J'ai vu que c'était exactement les mêmes personnes, mais les signatures étaient différentes. Exactement les mêmes noms. J'ai fait une étude comparative des signatures. Ils ont commencé ainsi. On a répondu à leur courrier pour les rassurer. Ils ont réécrit un autre courrier. Cette fois-ci même, il y avait un même qui était décédé sur cette liste-là. Donc, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, je pense qu'il y a un problème de pédagogie. On va les appeler et puis on va leur expliquer comment est-ce que le processus se déroule, comment est-ce que nous procédons. Ça a été fait, on a eu une séance de travail avec eux. Et ce jour-là, quand on a fait cette séance de travail, on avait déjà travaillé sur le dossier d'Abidjan. Figurez-vous que le numéro d'immatriculation de MUJFC de M. Bliblé était faux. C'est eux qui ont rempli les dossiers. Donc quand ils ont... C'est une erreur, un lapsus calami. C'était faux. Parce que je les connais. Moi, j'ai dit à l'équipe, j'ai dit non. Il ne peut pas ne pas... Parce que donc, vous consultez la liste électorale, si le numéro d'immatriculation est faux, bien entendu, on ne vous retrouve pas sur la liste électorale. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Parce que la période de réclamation est passée. Si M. Bliblé n'était pas sur la liste, je pense qu'il allait, faire connaître cela pour qu'on rectifie. Il doit être sur la liste. Donnez-moi le dossier. Je prends le dossier et puis je le feuillette. Et puis je vais trouver maintenant la photocopie de sa carte de mutuelle. Et puis je rentre, je retrouve son nom sur la liste électorale. Pour vous dire qu'on fait du travail fouillé. Mais je le lui ai dit, lui-même il a ri et puis il a dit, bon vraiment, ça dit qu'ils n'ont pas été rigoureux dans la confection de leur dossier. Oui, je le dis. Ils n'ont pas été rigoureux. S'ils avaient été rigoureux, eux-mêmes, déjà au départ, ils allaient savoir. Ils m'ont dit ça comme ça, que non, comme l'était un coup, on a des gens qui font les casiers judiciaires, ils m'ont balancé ça comme ça. Ce jour-là, à la réunion. D'accord. Donc pour vous, il y a eu un peu de légèreté dans la constitution des dossiers. Oui, je pense que s'ils avaient été rigoureux, peut-être que dans leur stratégie, puisque chacun avait sa liste et puis il y a eu un rapprochement après, ils n'ont plus le temps de vraiment travailler sur les dossiers. Mais ils s'en prennent à qui? À eux-mêmes. D'accord, très bien. Alors, un magistrat qui veut contribuer au débat justement sur le développement fait par Geoffroy Julien Kwao, il dit « Ce dont parle Geoffroy Julien Kwao sont les principes généraux de droit qui ne s'appliquent qu'en l'absence de texte. Là où il existe un texte, place est faite au texte. Là où Geoffroy Julien Kwao a par ailleurs raison quand il dit que les magistrats dans le comité n'agissent pas en qualité de magistrats quand ils siègent dans le comité. » Donc c'est une contribution reversée dans le débat. On poursuit avec vous. Je suis bien obligé... Une question à poser à madame rapidement. Non, on revient à vous. Professeur je voudrais dire tout simplement que oui. Il a raison et je l'ai dit que les magistrats qui agissaient avaient recours à leurs collègues. Tout à fait. Voilà. Et à l'ensemble de l'appareil judiciaire. Tout à fait, à l'ensemble, pour vérifier. Ce n'était pas eux qui s'asseyaient comme ça. Absolument. Et puis qui le disaient. Non, vous l'avez dit. Voilà, ça je l'ai dit. C'est juste pour le reverser au débat. Professeur Yassine Nobou, c'est à vous. Alors, merci Ali, merci madame. Je voulais féliciter le travail qui a été fait, mais en même temps, j'allais faire un bref rappel pour dire que en 1973, avec le ministre Tadio, quand les choses commencent, cette mutualité existe et est logée au ministère de la fonction publique. Tout à fait.
Direction. Tout à fait. En 89, l'État se désengage. C'est là que nous avons l'arrivée de M. Jean-Baptiste Kwame, comme ça s'est fait. Mais j'allais demander, quand je finis de faire ce tour, demander quel est le statut juridique de la MUJEFSI. Je réponds. Oui, en fait, c'est pour m'aider à aller dans mon analyse. Ouais, donc, si vous permettez, oui, si, tout à fait. La MUJEFSI est une mutuelle sociale régie par les textes de l'UEMOA, c'est-à-dire le règlement 07 de l'UEMOA. Naturellement, du droit ivoirien. Du droit ivoirien. Tout à fait. Mais quand l'État... Allez-y, allez-y. Et ce règlement, comme vous le savez, il est au-dessus de nos lois ici. Voilà, donc il a une préséance sur nos lois. Voilà. Alors, c'est quoi le terme juridique? C'est supranational? Oui, supranational. Je pense que ce que Nourou Yassine veut demander, c'est de savoir si la mutualité est de droit privé, est régie par le droit privé ou par le droit public. Privé. Le droit privé. Donc, c'est une entité privée. D'accord. Une entité privée. Privé. Très bien. L'État se désengage. Et les fonctionnaires, avant c'était fonctionnaires et agents de l'État. C'est toujours fonctionnaires et agents de l'État. Mais par rapport au sigle même, MUJEFSI, on ne voit plus le A. C'est pour cela que je dis ainsi. Lorsque l'État se désengage, l'État ne laisse pas... Et je vois que c'est distinct des structures syndicales. Absolument. Mais en même temps, on permet aux syndicalistes et aux structures affiliées aux syndicats d'y avoir accès. Oui, ils y sont. Et ça, quand on va à ces élections, on constitue des structures ou bien des listes, mais à connotation syndicale sans porter véritablement le nom. Et quand on y va, vous acquiescez maintenant par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est des dérapages en fait. J'ai fait un dérapage? Non, j'ai dit c'est des dérapages. Ah, terminé. Ah, d'accord. Madame Colette réagira, allez-y. Puisque, moi, je le dis ainsi, j'ai vu, moi, je suis du SINARES, j'ai vu à l'époque le SINARES avec la FESACI, qui est une centrale syndicale, siéger à la MUJEFSI. Et ils y étaient, le professeur Nyamie Messou, je crois, y était. Donc, quand on met toutes ces personnes et qu'on veut aller à une gestion et que l'État y est, pourquoi l'État s'est-il alors désengagé et n'a pas laissé la MUJEFSI pour pouvoir y nommer un directeur général, un PCA, comme les autres structures qui y sont? L'État se désengage et l'État y est toujours. Et là, ce qu'on regarde visiblement, il y a une crise de confiance entre les acteurs, ceux qui veulent diriger la MUJEFSI. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que je pense de la MUJEFSI dans il faut y aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez que j'y aille, je vais terminer avec ça. Oui, bien sûr, allez-y. Tout le monde veut s'accaparer. On est bien d'accord. Tout le monde veut la MUJEFSI. Pour quelle raison? Parce que la MUJEFSI ressemble à une poule aux œufs d'or. Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Justement, c'est ça que j'ai dit, je vais y revenir. Ah, d'accord. Je ne suis pas ici pour ce débat. Je vais finir. Je comprends. Vous comprenez? Je comprends là où vous voulez aller, sauf que ce n'est pas le cœur du débat ce soir. Je vous en prie. Voilà. Puisque c'est une association de droit privé, pourquoi oblige-t-on les fonctionnaires à y adhérer? D'accord, c'est une question. Le problème reste C'est là. une question essentielle. Non. Voilà. Alors, Madame Colette, avant de vous laisser réagir, on va permettre à M. Dao Sekou, qui n'a pas encore réagi. M. Dao Sekou, allez-y. Merci bien, Ali. J'ai suivi Madame Colette avec beaucoup d'intérêt. Elle a dit des choses très intéressantes. Mais ce que je retiens, c'est à propos du casier judiciaire. Elle a mentionné que certaines listes ont produit de faux casiers judiciaires. Moi, j'aimerais savoir, ça me pose un problème d'éthique. Je me demande comment des responsables, tels que la liste, par exemple, de Zadi Nyanya et Bliblé et d'autres personnes, à ce stade de la compétition, et avec les responsabilités que ces différentes personnes occupent, puissent de leurs propres chefs produire des casiers judiciaires faux dans un processus électoral d'une telle envergure. Moi, ça me pose un véritable problème. Deuxième question que je me pose. Pourquoi est-ce que ce processus qui est important, qui devrait être un moment festif pour tous les fonctionnaires, puisque l'occasion leur est donnée de porter un choix par rapport à une liste pour pouvoir présider aux destinées de la MUJEFSI. Mais pourquoi ne pas créer les conditions pour que ces moments d'élection-là soient dénués de toute tension,
de sorte que les fonctionnaires, dans leur majorité, aillent voter pour éviter ce genre de convenu. Parce que tout à l'heure, vous l'avez signifié, le taux de participation est très faible. Cela est révélateur de l'expression des différents fonctionnaires dans leur majorité. Ils estiment qu'ils ont été plus ou moins floués parce que beaucoup d'entre eux ont jeté leur dévolu sur certaines listes, malheureusement, qui ne sont pas en compétition. Donc pourquoi, par exemple, tout à l'heure, Geoffroy le disait, un recours, pourquoi ne pas mettre cette disposition-là dans le code électoral pour pouvoir permettre, au cas où on découvrait, par exemple, des erreurs sur des listes, permettre à certains candidats de pouvoir opérer. Et troisième élément, dans un processus électoral, la crédibilité du comité électoral est la clé de voûte de la réussite d'une élection. J'aimerais demander à la présidente, les membres du comité électoral, dont je ne doute pas sur la compétence, c'est des hommes compétents, tout à l'heure, la nomenclature qu'elle a faite, ce sont des personnalités de haut vol. Maintenant, comment le choix est fait au sein de ce comité électoral? Merci bien, Ali. Merci beaucoup, Madame Koné-Colette. Ça fait beaucoup de questions en même temps, mais bon, je vous sais pédagogue. C'est à vous, allez-y, dites-nous. D'accord. Merci bien. En ce qui concerne ce qu'on va dire, mettre entre griffes l'ingérence de l'État dans la gestion des mutuelles, je pense que si vous lisez bien le règlement 07, qu'on pourrait éventuellement mettre à votre disposition, vous allez voir qu'au sein de du règlement 07, à un moment donné, les États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé justement de codifier la gestion de la mutualité sociale. Donc, ils ont mis ce règlement en place pour permettre justement un encadrement commun des mutuelles sociales. Et c'est ce qui manquait au niveau de cet espace-là. Donc, aujourd'hui, cette réglementation, c'est elle qui est vraiment la boussole qui permet à nos États membres de faire fonctionner les mutuelles sociales. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ajoute mutuelle sociale. Parce que c'est une appellation qui est propre justement à ce domaine-là. Donc, l'État ne s'ingère pas dedans. L'État aurait pu décider de faire en sorte qu'il nomme un DG, etc., etc. Mais non, à partir du moment où les textes ont été mis en conformité avec le règlement 07, et dans ce règlement 07, l'État qui est présent à travers son organe administratif, et dans chaque État membre, il existe un registre national d'immatriculation et il y a une immatriculation unique pour chaque mutuelle sociale qui leur confère une existence juridique. Parce que comment ça se passe aujourd'hui? Les choses ont évolué comme le monde évolue aujourd'hui. Très bien. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense que quand on viendra parler, vous pourrez m'inviter pour qu'on vienne parler de la mutualité sociale. En ce moment, bon, on pourrait rentrer dans tous ces détails. On est en phase. Voilà. Maintenant, je me réjouis du fait que sur le plateau, nous avons une première personne qui parle d'éthique. Et ça, je m'en réjouis parce que, effectivement, il y a un problème d'éthique. Que des personnalités de la trempe des Bliblé et de Zadi Nyanya s'arc-boutent sur le fait qu'ils aient produit des documents qui, apparemment, sont faux et qui disent pourquoi vous ne nous donnez pas la possibilité de venir les changer. Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. Et on ne nous donne pas suffisamment de temps pour venir le faire. Si on m'avait dit, il y a un document qui manque, nous-mêmes, on n'aurait même pas reçu le dossier, parce que les textes le disent. Mais qu'on produise et que ce soit du faux, et qu'on décide que malgré... Mais ils reconnaissent que c'est du faux. C'est maintenant qu'avec leurs juristes et tout ça, leurs conseillers, ils essaient de changer de terme, c'est supposé. Mais non, à ma présence, ils ont reconnu. Ils ont reconnu, maintenant on modère le langage et tout ça. Je vais bien. Mais le fond du problème demeure. S'ils n'avaient pas reconnu que c'était faux, ils n'auraient pas dit on va venir changer. Donc maintenant qu'ils veulent changer, moi je souhaiterais vraiment qu'on soit habité justement par ce caractère de faire en sorte qu'on puisse être un peu plus rigoureux dans notre comportement, dans la production de nos documents.
Voilà. Quand vous dites qu'aujourd'hui, l'ambiance est biaisée et tout ça, comme je l'ai dit, hein, nous, on applique les textes que les mutualistes se sont librement donnés. Aujourd'hui, on informe mal les mutualistes. Ça veut dire quoi, les informer mal? On les forme mal, c'est de la manipulation. Voilà. On fait croire que le comité électoral, il n'est pas équitable, le comité électoral, il n'est pas loyal, mais ça procède c'est un processus qu'ils ont entamé depuis l'installation du comité électoral. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont montée. Et aujourd'hui, ils ont fait en sorte qu'on discrédite le comité électoral. J'ai dit non. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à la question sur la composition du comité électoral? Mais j'en ai parlé, le comité électoral. Oui, vous en avez parlé, mais il lui demande sur quelle base ils sont choisis. Mais c'est les ministres qui choisissent les représentants. Ils sont désignés Ils sont désignés par les ministres. Ah, d'accord. Ils sont désignés par les ministres. Je l'ai dit ici, c'est pour ça que je ne suis pas revenu dessus. Très bien. Voilà. Alors, comme un ministre choisirait son représentant pour le mettre dans un conseil d'administration ou autre. Voilà. Très bien. Alors, monsieur, nous avions eu 1 heure pour évoquer ce sujet. Malheureusement, on a largement dépassé l'heure retenue pour évoquer ce sujet. On va permettre quand même à Mme Koné Colette, présidente du comité électoral de la MIGEFCI, de répondre à quelques précisions en nous disant, par exemple, l'élection a eu lieu hier. Ah, excusez-moi, monsieur Yarasouba, excusez-moi. Dites-nous. Vous avez parlé du taux de participation. C'est cela. Voilà, qui est faible. Mais je vais vous dire, il est constant. En 2017, pour l'élection de Mesme Komoué avec Laurence Camara, le taux de participation était de 15,62%. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 15% également. Et c'est en 2021 que nous avons eu un taux de 18%. Donc les élections en Côte d'Ivoire, hein, voilà, c'est à l'image des élections en Côte d'Ivoire, ça ne nous intéresse pas. Annie, c'est deux élus. Je sais que je n'ai pas la parole, mais je l'ai dit tout à l'heure. Ma question semble être importante, même si ce n'est pas ça le débat. Parce que tous les fonctionnaires pensent qu'au jour d'aujourd'hui, la MUGEFCI, quand on y vient, le programme qu'on amène, tout ce qui se passe, c'est une forme d'arnaque, une forme d'escroquerie morale et une arnaque financière. Est-ce que vous connaissez la MUGEFCI? Non. Moi, je ne parle pas de la structure en tant que telle. C'est pour cela que je dis que les Ivoiriens... Non, Madame, vous mais c'est la faute à qui, si eux-mêmes qui cotisent ne s'intéressent pas à leur outil. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est la faute à qui? Vous ne m'avez pas écouté, madame. Il y a les statuts qui existent. Vous ne m'avez pas écouté. Combien de personnes savent ce qui est dans le statut du bâtiment? Alors, on a promis refaire un débat qui nous permettra d'aller regarder au cœur de la MUGEFCI, son fonctionnement et tout le reste. Ça va tout dit. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas le temps ce soir. Alors, les premiers résultats sont prévus pour quand, dites-nous? Mardi. Mardi, dans 48 heures? Oui. Très bien. On a déjà eu une tendance. Toutes les 3 listes ont eu des délégués. Toutes les 3 listes ont eu des délégués. Il faut rappeler que les listes qui sont... Alors que la liste ABM a... Ça, c'est pas mon problème, monsieur. A officiellement dit qu'elle suspendait sa participation. Ils n'ont pas écrit. Et l'article 11 disait aussi qu'il faut afficher les listes... On est devant... vous avez été dégoûté. Physiquement, ça n'a pas été affiché aussi également. Non. Est-ce qu'on a la preuve qu'elles ont été affichées 45 jours avant? On vous a montré... Vous avez tout à l'heure cité le code. Est-ce que... Dites-nous concrètement, monsieur, madame. ne nous ramenez pas en arrière, s'il vous plaît. Vous avez déposé plainte. Vous savez que vous avez déposé plainte devant les tribunaux. Non, c'est ce que je dénonce là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, si, je vous écoute. C'est ça que je dénonce. On laisse Mme Koné Colette réagir. Ils ont déposé plainte par la procédure de référé d'heure en heure. Il n'en a pas parlé ici. Mais ils ont perdu là-bas. D'accord. Mais personne n'en parle. Et ils reviennent dessus encore pour que les Ivoiriens retiennent que nous, on n'a pas affiché, on n'a pas fait ceci. S'il vous plaît. Mais moi, je ne réponds pas. Le tribunal a déjà répondu. D'accord. Non, mais c'est pas le tribunal. Alors, s'il vous plaît, C'est vous qui avez... Non,
C'est vous qui avez déposé plainte là-bas. Madame Koné, Barthélémy. Avant, moi, ça j'ai affiché dit, ou pas, madame? on a donné les preuves, on a donné Barthélémy les Gogonion. preuves Oui, au s'il vous tribunal. plaît, excusez-moi. Voilà, on a S'il donné vous plaît. les preuves au tribunal. Elle a dit et que c'est vous ne là-bas. répondrez pas, elle estime Donc que moi, le je ne tribunal a suis plus répondu. votre On interlocuteur va par revenir rapport à là-dessus. ça, c'est le tribunal. Madame Koné-Colette, dernière question. Quelles sont les prochaines étapes de ce processus? Dites-nous, Merci. s'il vous plaît. Merci, M. Diarra-Souba. Les prochaines étapes, nous allons donc faire connaître les résultats provisoires. Ensuite, il y a 5 jours pour le contentieux. Puis, nous proclamerons les... Il y a une phase de contentieux, là, c'est bien. C'est écrit ici. Peut-être qu'il fallait l'annoncer plus tôt. C'est écrit ici. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Madame Koné-Colette. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité électoral national de la MUJFC. Et comme je l'ai rappelé à l'entame de cette émission, la semaine dernière, des candidats récalés étaient sur ce plateau et avaient dénoncé pas mal de choses sur lesquelles vous êtes revenu et avez donné votre part de vérité. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie, On merci. espère vous retrouver pour évoquer avec toujours grand plaisir, les questions M. relatives à Diarra-Souba. la mutualité. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, messieurs, on va marquer une courte pause.